L'idée de fond pour organiser ce séminaire, qui nous a conduit à l'organiser, à le programmer, c'est l'idée qu'il n'y a pas de fatalité, ou plutôt de refuser cette fatalité qu'on nous décrit d'un déclin professionnel, d'une usure contre laquelle il n'y aurait rien à faire, et d'une fin de vie professionnelle qui est sous l'angle du je suis rejeté, on ne reconnaît pas mes compétences, on ne reconnaît pas le travail que je fais, ce qui produit beaucoup de ressentiment et des fins de vie, des milieux de vie professionnelle et des fins de vie professionnelle encore plus qui sont vécus sous un angle très mal vécu. L'idée aussi, c'est que ces dernières années, cette question a été plutôt mal posée. On a beaucoup parlé de génération, en opposant les générations Y, les millennials maintenant et les boomers, mais que cette manière, et ça a sa part de vérité, bien sûr, mais ça a créé plutôt des stéréotypes et ça ne permet pas de poser correctement le problème. Et certains de ces stéréotypes peuvent être même vécus comme des stigmatisations. Deuxième manière qui ne permet pas bien de poser le problème, c'est de focaliser toute l'attention sur l'âge de départ, l'âge de cessation d'activité, ce qui conduit inévitablement à négliger, à oublier tout ce qui peut être fait en amont durant la vie professionnelle et bien avant la cessation d'activité. Ça, c'est les raisons de fond. Après, il y a une raison tout à fait conjoncturelle qui conduit à organiser un séminaire. Il y a toujours quelque chose qui déclenche, et c'est la publication d'un rapport sur l'emploi des travailleurs expérimentés à la demande du gouvernement. La publication, alors il y avait 3 rapporteurs, Sophie Bellon, Olivier Mériot et Jean-Manuel Soussan, qui ont écrit ce rapport. Olivier est avec nous, donc la première question pour lui. Olivier, quelle était la commande au fond de ce rapport? Comment il a été élaboré? Voilà, comment ça s'est passé? Alors, la commande, c'est dans le contexte de préparation du projet de loi retraite, en septembre, une commande du Premier ministre qui souhaite mobiliser peut-être de nouveaux regards sur ce sujet, qui est un sujet très, très récurrent, très ancien, très rebattu, et donc plutôt un regard de praticien des entreprises et des relations sociales. Alors, je disais sujet très récurrent parce qu'à chaque réforme des retraites se pose la question du maintien en emploi et de l'évolution du taux d'activité des travailleurs âgés. Alors, cela étant, c'est un sujet récurrent, mais c'est aussi un sujet, comme tu l'as dit, qui est sans doute, pour lequel on part sans doute de problèmes relativement mal posés, et sur lesquels il y a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où depuis 10 ans, le taux d'activité des salariés âgés de plus de 55 ans s'est spectaculairement redressé. Surtout pour les 55-59, ça reste plus difficile pour les 60-65 ans. On a rattrapé la moyenne européenne. Et donc, on ne peut pas dire, on ne peut plus dire que c'est un échec total sur le sujet. Cela étant, une autre facette, un autre chiffre, c'est que près de 40% des personnes qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Donc, ils sont dans d'autres situations. Soit ils sont au chômage, soit ils sont dans une forme d'inactivité. Et donc, il y a bien, malgré tout, malgré les évolutions positives, il y a bien une problématique qui continue de se poser. Le souhait, enfin, la manière dont c'est formulé dans la lettre de mission, c'est d'aller voir dans toute une série de domaines, droit du travail, formation professionnelle, assurance chômage, d'essayer d'identifier des obstacles et d'identifier des leviers pour faire en sorte de conforter en fait ces évolutions positives du taux d'activité, de l'activité des seniors. Et donc c'est ce qu'on a fait à la suite d'un certain nombre de rapports récents. Alors, donc on n'a pas travaillé sur une base, on a travaillé rapidement, mais en s'appuyant sur des travaux qui existaient déjà, ceux de France Stratégie, ceux du Conseil économique et social, ceux de la commission des affaires sociales du Sénat. Et donc on a essayé
de repérer à la fois des petites choses, c'est-à-dire que dans la réglementation qui est ultra sédimentée, il reste malgré tout pas mal d'incohérences, qui sont des freins ou des facteurs sur lesquels les entreprises s'appuient pour continuer de faire partir plus tôt les salariés. Et à la fois donc, des petites choses, et puis aussi de pousser l'idée qu'il fallait sur ce sujet-là avoir une stratégie qui soit une stratégie cohérente, inscrite dans la durée. Parce que c'est un peu le biais, enfin c'est un peu la limite de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, des actions qui étaient souvent pas suffisamment portées dans la durée pour réellement changer les pratiques des entreprises. Si j'ai bien lu, la commande disait maintien dans l'emploi des seniors, et le rapport, finalement, son titre a été favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés. Est-ce qu'il faut y voir simplement une coquetterie ou il y a un sujet de fond aussi qui vise à changer aussi, à s'attaquer à des stéréotypes, comme je le disais tout à l'heure? Non, c'est pas une coquetterie, c'est un sujet de fond, enfin, parce que là, pour le coup, les mots impriment quelque chose. On a tout de suite, c'est les trois rapporteurs, on a tout de suite été d'accord pour dire qu'on ne voulait pas reprendre ce terme, d'abord qui appartient à un vocabulaire, c'est un vocabulaire administratif. Dans les entreprises, l'emploi des seniors, ça ne renvoie à rien de particulier. Maintien en emploi, on avait au moins maintien en emploi des seniors, on avait trois mots qui nous gênaient. Maintien parce que c'est une connotation très palliative, finalement. Emploi parce qu'il y a d'autres formes d'activité qui sont à considérer pour les fins de carrière. Ce n'est pas forcément de l'activité salariée, ce n'est pas forcément de l'activité rémunérée d'ailleurs, c'est peut-être aussi de l'activité bénévole, ça peut être de l'activité indépendante. Et puis senior parce qu'à la fois personne ne sait vraiment ce que ça veut dire et parce que c'est dépréciatif. Et en proposant de changer le nom, on a tout de suite proposé à la ministre du Travail de changer le nom, en tout cas de ne pas reprendre ce terme-là. Et on a mis en avant effectivement favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés pour bien signifier notre volonté peut-être de passage entre cette approche défensive et une approche offensive, en tout cas positive. Voilà, dans un travailleur âgé, il faut avant tout voir l'expérience plutôt que quelqu'un dont il va falloir à tout prix faire en sorte de l'occuper jusqu'à ce qu'il puisse liquider sa retraite à taux plein. Le rapport est disponible en ligne, on peut le télécharger, on donnera exactement l'information. Donc on ne va pas entrer dans le détail du rapport. Il y a un thème qui est récurrent et qui est justement un peu rare et qui conforte ce que tu viens de dire, c'est l'idée qu'il faut une transformation des mentalités, une transformation culturelle, une révolution culturelle, une évolution des représentations. Il y a à plusieurs reprises dans l'introduction, dans la conclusion, ça revient. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça, justement ? Il est dit à un moment que c'est une condition pour que les 38 mesures qui sont préconisées puissent avoir une certaine effectivité. Et l'axe 5 est consacré à cette question d'une évolution culturelle. Ce qui, pour un rapport gouvernemental, est un peu étonnant. Voilà, c'est ça C'était peut-être l'intérêt de faire rédiger par trois personnes qui ont des parcours différents un rapport de ce type-là. C'est-à-dire qu'aucun de nous trois n'est un fétichiste de la loi. Donc ce n'est pas en écrivant des lois, des nouveaux textes, qu'on va changer les pratiques de manière magique, mécanique. Alors oui, évidemment, changer des textes et un certain nombre de choses, ça peut envoyer des signaux, ça peut changer quelques calculs, les arbitrages, etc. Mais au fond, ce qui va réellement, dans la durée, faire la différence, c'est de faire évoluer les représentations de chacun des acteurs, employeurs comme salariés. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait de mettre en valeur la question de l'expérience, parce que tant qu'aujourd'hui, on a quand même, malgré tout, majoritairement, dans un grand nombre d'entreprises, le salarié senior, c'est avant tout un salarié qui coûte cher. C'est comme ça qu'il est appréhendé par les directions d'entreprise, et en particulier par les entreprises qui sont quand même très axées sur le pilotage par la masse salariale. Ce que l'on voit, et c'est plutôt un facteur d'espoir, c'est qu'un nombre croissant d'entreprises, peut-être pas les mêmes, peut-être celles qui sont en particulier concernées par des pénuries de compétences, ont tendance à ne plus voir simplement leurs salariés âgés au travers de ce prisme-là, mais de le voir aussi comme étant quelqu'un qui détient des compétences qu'on a intérêt à garder le plus longtemps possible en bon état dans l'entreprise,
et de faire en sorte, avant qu'il s'en aille, qu'il transmette ses compétences. Et donc c'est pour ça qu'il nous semble qu'on est dans un contexte peut-être plus favorable par rapport au précédent grand poids sur l'emploi des seniors des années 2008-2012, dans un contexte où, en tout cas dans certains secteurs, une majorité de secteurs, il nous semble qu'il y a une attention qui va se porter davantage sur les questions de comment fait-on pour utiliser au mieux ces salariés-là, valoriser, maximiser leurs compétences. Comment fait-on surtout pour essayer de construire des organisations réellement plus inclusives? Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, on ne va pas tous travailler jusqu'à 65 ans à 100% en intensité, à 100% de notre temps, à faire exactement la même chose qu'on a fait quand on avait 35 ans, c'est-à-dire être à 100% dans la production. Si on veut garder les gens en emploi plus longtemps, il faut assurer des organisations qui donnent la possibilité de construire des parcours à la carte en fin de carrière. Et donc de travailler sur des organisations réellement plus inclusives. Pas simplement inclusives parce que c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle raison d'être des entreprises qui les engagent, etc. Mais qui permettent réellement d'avoir des solutions plus individualisées. Et ça va nécessiter de travailler beaucoup plus sur les organisations de travail de manière très précise. C'est ça la difficulté aujourd'hui pour les entreprises. J'ai envie de demander à Pascal, justement, comment la formuler pour que ça puisse être porteur ensuite de solutions et de solutions qui aient une effectivité. Est-ce que c'est un problème d'hygiène personnelle, un problème juridique? Alors Olivier nous dit non, ça ne peut être qu'un problème juridique, un problème de situation, d'organisation du travail. Comment tu formulerais le problème? Oui, certainement d'organisation du travail et surtout de situation de travail. Si je peux me permettre une remarque avant de répondre directement, c'est que j'ai l'impression qu'en entreprise, dans ce qu'on observe, dans ce qu'on entend en entreprise, il y a à la fois trop d'âge et pas assez d'âge. Trop d'âge au sens où ça renvoie aux éléments de mise en perspective de l'ouverture de ce séminaire, c'est que il y a ces dernières années, effectivement, profusion de références à des éléments d'âge et de génération. Donc effectivement, la génération Y ou les millennials par rapport aux autres. Et au mieux, quand c'est positif, en fait, c'est le reverse mentoring. C'est l'idée que même les vieux ont des choses à apporter, même les jeunes ont des choses à apporter aux vieux, et qu'on va asseoir la coopération des générations de cette manière-là. Au risque, effectivement, en fait, d'une sorte d'effet d'éviction de la réflexion sur ce qui, en réalité, est plus profond dans ce qui amène parfois à d'éventuels conflits de génération. C'est d'ailleurs les situations de travail et la façon dont les uns et les autres s'y retrouvent et s'y retrouvent pas de la même manière. Donc trop d'âge de ce point de vue-là, pas assez d'âge au sens où, par contre, on gère l'affectation aux différents postes avec, dans le fond, un outillage qui se veut sophistiqué, mais qui en réalité l'est très peu, des catégories de gestion qui sont pas forcément des plus subtiles et qui, d'une certaine manière, à aucun moment ne vont prendre en considération le fait que, pour une tâche donnée, avoir un certain âge, être dans une certaine étape de sa vie, ce n'est pas la même chose que son voisin, ou que soi-même à une autre période. À la fois du point de vue de ce que l'on est en capacité de faire, capacité physique par exemple, mais aussi de ce que l'on se sent de faire, et aussi finalement d'une expérience dont le rapport parle, qui finalement passe un peu à la trappe de ce qui est véritablement analysé de façon gestionnaire. Donc on expose à des tâches à effectuer les gens, indépendamment finalement de l'âge qu'ils ont, de ce que ça représente pour eux. Donc le grand absent, c'est la situation de travail. Et une gestion des parcours, de l'affectation aux différents postes, des mobilités, qui finalement, véritablement, mettent en vis-à-vis le contenu du travail, ce qu'il exige, ses difficultés, mais aussi ce sur quoi il a besoin d'appeler à un certain nombre, une expertise apportée par l'expérience.
ces contenus-là, en fait, ne sont pas mis en vis-à-vis, finalement, de ce que les personnes sont à un certain âge. Voilà. Et l'autre grand absent, c'est le manager. C'est quand même l'Observatoire des cadres qui nous accueille, donc on a peut-être le droit de le dire, c'est que d'une certaine manière, une bonne manière, je pense, de tirer le fil que la mission nous a présenté, celui de l'organisation du travail, c'est d'abord de concrétiser en parlant des situations de travail vis-à-vis des parcours des personnes en face. Et qui gère les situations de travail? Qui finalement gère un certain contenu du travail, des difficultés, des tâches, avec une équipe, avec des individus dans cette équipe qui lui sont largement attribués par une organisation RH sur laquelle il a plus ou moins la main et dans laquelle il se retrouve avec des individus qui ont des capacités données en fonction, par exemple, du parcours. Qui gère? C'est le manager. Le manager intermédiaire, hein, j'entends. Donc, finalement, mettre vraiment en scène le personnage du manager intermédiaire, je pense que ce serait une bonne manière, finalement, de ramener la question sur, non pas des montées en généralité vers les générations, où il y a des éléments de vérité, il y a des éléments plus discutables, et au fond, dès qu'on commence à regarder de près pourquoi des générations différentes ne sont pas d'accord sur une situation de travail, on s'aperçoit très rapidement que ça dépasse des questions d'âge ou de génération. Donc, en mettant en scène la personne du manager, on voit finalement quels sont les problèmes de gestion à résoudre et comment finalement ces problèmes de gestion, le travail c'est des enjeux d'efficacité productive et en même temps d'économie de soi et de développement personnel hein, pour les travailleurs. Donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à mettre en discussion ces points-là? Il me semble que c'est vraiment l'enjeu de tout ça. Et on est passé d'une problématique très précise de gestion des âges à une problématique beaucoup plus globale de management, d'organisation et de management. Est-ce qui nécessite d'anticiper, d'être très en amont dans le travail, de ne pas s'intéresser simplement à la gestion des fins de carrière. Est-ce que c'est compatible avec les doctrines actuelles du management? Est-ce que c'est compatible avec le juste à temps? C'est toute la question, si je comprends bien, Olivier, de la transformation des représentations qui est appelée pour que précisément on aille au-delà de la demande de réponse purement juridique, comme si le droit allait automatiquement induire les comportements attendus. Mais effectivement, tout ce qu'on projette en fait en termes de forme de management du travail, d'anticipation sur les parcours des individus et des collectifs. Tout ça, évidemment, renvoie aux organisations du travail qui sont en vigueur dans les entreprises, sachant par ailleurs que les organisations du travail que l'on pratique en France ont plus tendance, quand on compare avec d'autres pays européens, à être des organisations du travail qui sollicitent énormément et usent beaucoup plus facilement. Alors là, bien sûr, toutes ces organisations qui accélèrent, hein, qui donnent peu de temps, peu d'anticipation, j'aurais tendance à dire, pour une organisation du travail donné, cette organisation, elle est en partie, malgré tout, ce qui en est fait. C'est-à-dire que du lean, par exemple, bien sûr que ça accélère les cadences, bien sûr que d'une certaine manière, ça va user précocement, mais certaines versions du lean, certaines variantes du lean, on n'interdit à personne d'avoir une compréhension du lean et une mise en pratique qui soit davantage l'occasion, finalement, de manager le travail et d'instruire la difficulté des situations de travail et d'organiser ça. De même qu'un des concepts fréquents en entreprise,
Et un des modèles de pensée, c'est la gestion des talents, sur les questions qui nous préoccupent. On sait bien qu'il y a une version de la gestion des talents qui finalement est très à rebours, il me semble, de ce qui est attendu par les rédacteurs du rapport, puisque précisément, à la limite, c'est plus une version qui va mettre en conflit les générations et à avoir tendance à envoyer rapidement vers la porte de sortie les plus anciens qui, par ailleurs, effectivement, sont réputés être détenteurs de moins de talent et coûtent plus cher. Mais il y a aussi, rien n'interdit à nouveau d'avoir une gestion des talents qui, finalement, mise davantage sur des concepts d'apprentissage individuel, collectif, de transmission. On peut, dans une gestion des talents, y mettre ce qu'on veut et aussi parler de transmission. Donc, tout ça n'est pas donné, mais renvoie à nouveau vers le fameux enjeu de la transformation culturelle à accomplir, à nouveau, si je l'ai bien comprise. Est-ce que dans cet enjeu, donc on a compris la place des managers et les enjeux qu'il y a autour du management, est-ce que les acteurs, les partenaires sociaux ont aussi une place? Est-ce que ça peut faire l'objet de négociations, d'accords d'entreprise ou à un autre niveau? Comment le rapport et comment toi tu vois cette question aussi de la place des partenaires sociaux? Ouais, le rapport, en particulier dans sa conclusion, insiste beaucoup sur l'idée de redynamiser le dialogue social sur ce sujet-là, à la fois niveau branche et niveau entreprise, d'une part, et de le faire de manière ordonnée, en se donnant du temps. On a été quand même très frappés en discutant avec des RH en particulier, et aussi en regardant, en analysant les accords d'entreprise récents, du fait que sur ce sujet-là, il y a eu une succession. Enfin, le cadre réglementaire, mais alors sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs, n'a pas cessé d'évoluer. On a le contrat de génération, alors qui était certes d'un certain point de vue une usine à gaz décriée par beaucoup, qu'on a supprimé au bout de 3 ans. Mais on trouve toujours des accords en 2019-2020 labellisés contrat de génération, dans lequel les signataires nous expliquent dans le préambule que oui, ils savent que c'est plus une obligation légale, mais que eux, le contrat de génération, ils trouvaient ça très bien parce que ça les avait fait progresser collectivement avec leurs partenaires sociaux sur des sujets complexes. Et donc, ils réintègrent ça dans les accords GPEC, etc. etc. Donc, il y a un enjeu fort, il nous semble, de réinvestissement des partenaires sociaux sur ce sujet-là, alors que le cadre législatif, en tout cas tel qu'il a été depuis les ordonnances travail, ne donne plus d'obligations en la matière aux entreprises sur le sujet des travailleurs seniors. Donc les entreprises ont la liberté de tout faire, y compris de ne rien faire. Et c'est le paradoxe un peu du libéralisme en la matière, c'est que, oui, de fait, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'incitation données aux acteurs du dialogue social aujourd'hui pour se ressaisir du sujet. Et pourtant, il y a une volonté, indépendamment du cadre, qui s'exprime, de maintenir, en tout cas de réinvestir ces problématiques-là. Ce qu'on essaie de dire dans le rapport, c'est qu'il faut le faire de manière globale, en travaillant, et c'est ça aussi de la difficulté pour les partenaires sociaux, c'est qu'il faut saisir à la fois les enjeux du vieillissement sous l'angle santé, conditions de travail, sous l'angle des parcours professionnels, sous l'angle du maintien de l'employabilité compétences, sous l'angle des transitions de fin de carrière. Ça fait beaucoup. Voilà, donc c'est une approche globale, systémique, ça veut dire que on reste malgré tout culturellement aussi attaché à une sorte de mise en silo des situations, y compris dans le dialogue social. Et la difficulté, mais tout l'enjeu, c'est d'essayer de redynamiser une approche beaucoup plus systémique, à la fois dans le champ des politiques publiques et dans le champ du dialogue social. Et de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont peut-être encore passées un petit peu inaperçues dans le projet de loi retraite. Il y a eu des amendements qui sont passés qui précisent que la négociation triennale au niveau de la branche sur la GPEC doit inclure désormais la question du vieillissement au travail des hommes et des femmes. Et donc là, à la suite quand la loi sera promulguée, les partenaires sociaux auront 6 mois au niveau des branches pour enclencher de nouvelles négociations sur le sujet GPEC, pénibilité, conditions de travail et vieillissement au travail des hommes et des femmes, ce qui enclenchera aussi ensuite des négociations au niveau des entreprises. Donc il va y avoir un réinvestissement du sujet, et tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette fois, on laisse du temps
au dialogue social, aux acteurs du dialogue social pour s'approprier un sujet qui est très complexe, sur lequel il n'y a pas de solution miracle, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire bouger dans les représentations, dans les calculs, dans tout ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent. Si on veut rompre avec cette sorte de compromis qu'il y a eu pendant longtemps entre des employeurs et des salariés, des employeurs qui étaient bien contents de faire partir des salariés qui eux-mêmes étaient bien contents de partir, cette solution-là, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher parce que le cadre législatif, d'ailleurs, va être beaucoup moins favorable d'un point de vue d'incitation, va rendre les choses plus coûteuses, d'une part. Et puis, il faut aussi, et c'est tout l'espoir aussi qu'on peut avoir, qu'en offrant des solutions plus souples de transition entre l'activité et la retraite, des ajustements, des aménagements plus individuels, on permette aussi aux personnes de partir, de rester plus longtemps en emploi et de ne pas vivre la retraite comme un couperet aussi. Parce que ça aussi, c'est un trait culturel très français. C'est qu'on travaille, enfin, pour ceux qui ont la chance de continuer à travailler jusqu'à l'âge de la retraite, c'est souvent en mode on-off. Voilà. Ce qui veut dire aussi qu'au-delà du contenu même des accords qui ont pu être négociés, il y a tout le travail d'appropriation, de réflexion, de la manière dont on pose des problèmes, d'évolution culturelle, pour rester sur ce thème. On a beaucoup parlé du comportement des employeurs, mais tout le monde le sait, surtout quand on est dans un syndicat. Quand vous voulez signer un plan de départ volontaire, il faut impérativement avoir des mesures de départ anticipées si vous voulez avoir la signature des organisations syndicales. C'est la victoire, c'est de pouvoir partir plus tôt. Bon. À la fois, ça peut se comprendre, mais soyons un petit peu utopiques. Si le travail était quelque chose dans lequel il y avait davantage de réalisation personnelle, individuelle, de satisfaction pour tout le monde, peut-être qu'on serait un petit peu moins pressé de partir. Donc, comme on va devoir tous rester plus longtemps, il va falloir réenchanter un petit peu plus le travail. J'ai envie d'interroger Pascal sur ce sujet. Quand on parle d'usure, de déclin professionnel, voire de pénibilité, on pense beaucoup à des pénibilités physiques, finalement, et à une usure du corps. Tu travailles dans une université, et ici, c'est l'Observatoire des cadres. Est-ce qu'il y a aussi, on peut parler aussi d'une usure mentale, qui concernerait donc aussi des cadres, des chercheurs, des enseignants, auxquels on ne pense peut-être pas spontanément sur cette question, alors qu'ils sont certainement concernés. C'est vrai qu'on a tendance à... D'abord, il y a une construction du problème, hein, du vieillissement, et autour de certains termes qui induisent des choses différentes. Hein. Les termes, ils ont été utilisés, pénibilité, usure. Souvent, ça peut être pensé justement en termes de pénibilité physique. L'usure, c'est aussi souvent celle des ouvriers qui cumulent un certain nombre de pénibilités. Il y a aussi effectivement de l'usure dans des métiers qui passent moins par de la pénibilité physique et qui sont plus parfois des formes de lassitude. Alors, il se trouve que j'ai un exemple justement dans mon université, un cas d'un enseignant-chercheur qui est pas encore à la retraite, mais dont le problème, c'est précisément que revenir devant les étudiants, en fait, il ne se sent plus de le faire. Et par ailleurs, comme on est une université qui nécessite pour la rejoindre de prendre le RER, finalement, il a développé une phobie des transports. Qui d'une certaine manière aide bien à construire la difficulté à revenir devant les étudiants. Ça, on voit bien comment finalement l'université est finalement assez peu armée hein, pour traiter de cas de ce type, qui renvoie au fait qu'on a recruté quelqu'un dans cette université ou dans une autre à un certain âge, dans une certaine période, un certain contexte. Tout ça, au fond, fait écho surtout à une certaine lassitude à l'égard, sans doute, j'imagine, hein, de ce qui est devenu le métier. Donc c'est la question du sens du métier. Ça fait complètement écho à ce qu'a pu dire Olivier sur la nécessité de réenchanter le travail, à nouveau en particulier en France, hein, où finalement, si on souhaite partir de bonne heure en retraite, c'est précisément parce qu'à la fois on attend beaucoup du travail, et en même temps le travail déçoit beaucoup et use beaucoup.
et dans des professions comme celle-là, autant que dans d'autres finalement. Sauf que ça se voit beaucoup plus difficilement, ça se qualifie beaucoup plus difficilement. Et comment ça se gère? Quels sont les instruments de gestion d'une DRH, d'une université par exemple, pour finalement faire avec la difficulté qu'a cette personne finalement qui sans doute en fait ne sait plus quoi dire aux jeunes d'aujourd'hui. La mobilité peut être une la solution. mobilité, elle se gère difficilement, sans doute en plus à un âge comme celui-là, d'une université à l'autre. Encore faut-il avoir le poste qui convient bien, le comité de sélection qui veut bien recruter cette personne-là. On n'est pas au ministère de l'Éducation nationale, ça ne va pas se gérer sous la forme d'une réaffectation dans un autre établissement. Donc ça veut dire que c'est surtout l'établissement qui doit gérer. Et cet établissement, il est quand même, grosso modo, dépourvu, en l'état actuel des choses, d'instruments évidents sur comment est-ce qu'on demande à cette personne d'effectuer ses heures de service d'une autre manière. Comment est-ce qu'on identifie des capacités qui sont les siennes, qu'on pourrait mettre en valeur d'une autre manière. Donc on peut chercher des éléments de réponse. On dit, par exemple, si vraiment c'est le contact direct avec les étudiants qui vraiment vous pèse, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas davantage d'enseignement en ligne? Encore moins parce que justement la personne n'aime pas le numérique et peut-être à travers ça se voit confortée dans l'idée que décidément le métier se perd si désormais le métier il se passe à distance. Donc vraiment, où sont les instruments? L'université, d'une certaine manière, ici, sera une caricature de ce que l'on observera dans n'importe quelle entreprise et dans la DRH de n'importe quelle entreprise. Où sont, Olivier parlait de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. A-t-on dans ces outils-là véritablement quelque chose qui nous renseigne sur le contenu du travail, ce que les personnes apportent dans ce travail et comment, d'une certaine manière, on peut réaffecter ça ailleurs. Les outils actuels qui sont des outils qui, en fait, montent de plus en plus en généralité sur les soft skills et autres concepts de ce type-là, en fait, loin de nous aider à le faire, nous renvoient nous tirent de plus en plus loin de l'analyse du travail. Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser du côté de la coopération intergénérationnelle? L'idée, il y a une diversité des compétences et il y a quelque part un ressourcement ou une entraide mutuelle. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être, qui existent déjà dans certains endroits, mais est-ce qu'on a des bilans ou une façon de les favoriser? Tout à l'heure, j'ai parlé effectivement de transmission. J'ai parlé du reverse mentoring. J'étais à deux doigts d'ironiser dessus, mais à nouveau, tout dépend de la manière dont véritablement on s'empare de ces outils, de ces concepts. Tout est possible à partir du moment où véritablement le point de repère est le travail, la situation de travail, et que on utilise, mais sans trop, des catégories comme celle des générations. Y penser un petit peu, raisonner un petit peu à partir de ça, mais après, le plus possible, revenir vers les situations de travail ou dans les situations de travail, finalement, des enjeux de coopération entre générations, de conflits de générations, finalement, ne doivent servir que de prétexte à amorcer la réflexion. De la même manière que parfois, on pourrait tenir un séminaire sur, par exemple, les personnels handicapés, sur les personnes, les salariés qui reviennent après un congé de maladie de longue durée. À chaque fois, cette approche-là, elle risque en fait de cliver, de créer des antagonismes entre des personnes, chacun regardant comment il est traité par rapport à l'autre et si ce qui est fait pour l'un bénéficie à l'autre. Rapidement, en fait, il faut arriver à se dire que ça n'est qu'un point d'entrée pour véritablement analyser la situation de travail. Et dans la situation de travail, finalement, on se rend compte de la complexité
la complexité des situations et de la complexité de ce que chacun apporte. Personne, en fait, n'est complètement défaillant, personne n'est totalement performant. Mais personne, en réalité, n'analyse véritablement, à partir du travail, ce qui est un apport de telle personne, et puis le point sur lequel, oui, il aurait à se renforcer, que peut-être travailler avec des petits jeunes, ça pourrait lui être utile. D'accord. On va aller vers la fin et la conclusion. Un mot avant peut-être, Olivier. Le rapport, il va faire quoi maintenant? Le rapport lui-même, il vit sa vie. Alors, à ce jour, il y a quand même des éléments du rapport, en tout cas des propositions ou des pistes, des idées, soit qui s'en inspirent directement, soit indirectement, qui ont été reprises en partie dans une série d'amendements au projet de loi retraite, pour ce qui concernait directement les sujets qu'on peut mettre dans un projet de loi retraite. Après, il y aura d'autres propositions qui ont vocation à alimenter la réflexion des partenaires sociaux, en particulier sur la réforme de la santé au travail, qui sont traités aussi dans le rapport. Et puis après, plus généralement, il y a une série de propositions ou d'idées qui ne s'adressent pas aux législateurs ou aux co-législateurs qui sont les partenaires sociaux dans ce rôle-là, mais qui s'adressent aux acteurs de l'entreprise, y compris du dialogue social d'entreprise. On met quand même beaucoup l'accent dans le rapport sur la nécessité d'expérimenter, justement pour trouver des modes d'organisation ou de confrontation autour des situations de travail. Et donc là, il y a un champ ouvert à l'expérimentation. Il y a aussi des points d'appui qui sont pointés dans le rapport, dans l'évolution, par exemple, du droit de la formation, la reconnaissance des actions de formation en situation de travail. Mais attention, il n'y a pas, on rebondirait sur la question précédente, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est vieux et expérimenté qu'on est un bon pédagogue. Voilà. Ça peut être même tout le contraire. Et donc, l'idée qu'on pourrait mécaniquement dire, en fin de carrière, vous serez moins dans la production et davantage dans la transmission, oui, mais ça doit être construit, accompagné dans la durée, anticipé. Le maître mot, c'est celui de l'anticipation. On l'a bien compris. Un travailleur âgé en bonne santé, ça se construit à tous les âges. Voilà. En bonne santé, engagé, compétent, etc. Et donc, les personnes qui sont désengagées ou l'exemple qu'a cité Pascal, c'est la résultante d'une accumulation de petites choses qu'on n'a pas vu venir tout au long de la carrière. C'est valable pour le cas qu'il a cité, c'est valable plus généralement. C'est ça qui rend la situation compliquée. Et donc, surtout si on a des catégories juridiques qui nous invitent à traiter le problème uniquement par l'âge. Mais non, parce qu'en fait, ce n'est pas à 50 ans ou à 55 ans qu'il faut s'en occuper. C'est bien avant, c'est de manière continue. Et c'est surtout avec une préoccupation, nous semble-t-il en tout cas, de pouvoir réfléchir sur la diversité des trajectoires et des parcours professionnels et des transitions professionnelles. Donc anticiper au maximum, agir à la fois sur le volet, on va dire, santé, conditions de travail, le volet organisationnel, et puis être en réelle capacité de déformer collectivement les organisations pour que les personnes, alors quelles qu'elles soient, avec leurs caractéristiques qui varient en fonction de l'âge, puis alors les caractéristiques de l'âge, souvent elles se cumulent avec d'autres caractéristiques, donc être en capacité d'offrir des organisations plus accueillantes, peut-être le mot est un peu plus clair qu'inclusive. Et donc ça, c'est un vrai Les caractéristiques ne sont pas dépendantes que de l'âge. C'est un ensemble beaucoup plus global. Que de l'âge. Voilà. Je peux revenir sur ta question. Le rapport il peut être une source d'inspiration, en tout cas d'idées, même si par bien des aspects, il ne fait pas œuvre très originale, puisque ce qu'on dit aussi en gros, en résumé, c'est qu'il faut renouer avec une approche qui était celle de l'Union européenne, des politiques européennes de l'emploi dans les années 2000-2010, une approche intégrée du vieillissement actif au travail, qu'on n'a jamais réellement mis en œuvre en France. Et là, il y a un chantier de réinvestissement, de redécouverte, qui concerne peut-être autant et plus les partenaires sociaux d'ailleurs à tous les niveaux que les pouvoirs publics. Anne-Florence, une conclusion provisoire parce que le séminaire va avoir lieu et toutes ces questions d'anticipation, de qualification de l'expérience, qu'est-ce que ça signifie l'expérience, quelle valeur on peut donner à l'expérience, tout le travail en amont à faire de formation, de progression professionnelle, on les traitera lors du séminaire. Non, néanmoins, conclusion provisoire, on a vu que ça concernait beaucoup d'acteurs, il y a un côté très collectif dans cette affaire. Est-ce qu'il y a une place pour le travail
travail syndical dans l'ensemble de ces acteurs-là? Quelle est la place du travail syndical? Je crois qu'il y a une perplexité de tous les acteurs autour de comprendre pourquoi cette question éminemment collective, qui est de macroéconomie, qui a des impacts macroéconomiques évidents, est toujours dans l'entreprise traitée de manière et construite de manière extrêmement individuelle. Je crois qu'il y a eu une approche traditionnelle qui était de construire des mesures palliatives pour l'emploi des seniors, des mesures extrêmement ciblées, qui n'ont pas montré leur effet systémique. Ces mesures-là avaient considéré que la personne, alors il faut choisir ses repères, à 45 ans, à 50, à 55, à 57, s'écarte d'une norme. Alors déjà, cette norme, il faudrait pouvoir la définir, elle est extrêmement subjective, selon les secteurs d'activité, selon le mode de management que l'entreprise a envie de déployer. Ensuite, dire que la question des seniors, on l'a bien entendu, ce n'est pas une question d'abord d'équation sur la gestion des âges dans l'entreprise. L'entreprise fait porter un peu tous les maux de son management, de ses organisations parfois un peu difficiles, complexes, de tous les défis qui se présentent à elles sur les transformations qu'elles ont à mener sur les compétences, sur leur secteur d'activité. Et on fait porter un peu tous les maux, malheureusement, aux seniors. Alors, voilà, on considère qu'ils pourraient être des empêcheurs de se transformer. Alors, il y a plusieurs leviers là-dessus. Il y a évidemment un levier lourd, finalement, qui s'est constitué culturellement dans nos entreprises françaises, mais pas que, sur la question du stéréotype. Et donc, il va falloir lutter contre ces stéréotypes. Alors lutter contre ces stéréotypes, ça implique un certain nombre de mesures. Alors il y a des possibilités, par exemple, de décliner des index seniors comme il y a des index égalité hommes-femmes. Alors Pascal, toi tu me répondras, oui, mais à force d'ajouter des index aux index, c'est vrai que les entreprises considèrent toutes ces questions de cibles de public à traiter comme des obligations, et donc ça a des effets pervers. Voilà. Après, il peut y avoir des opportunités aussi à construire et à négocier les critères de ces index. Alors, est-ce qu'on les construit au niveau national, ou alors est-ce qu'on les décline, et peut-être il y a besoin des deux, dans les branches, voire dans les entreprises, ce qui permettrait aussi un retour sur ce qu'est l'activité. Et puis, pour les plus mauvais élèves, on pourrait aussi imaginer, ça je sais que la CFDT cadre peut l'envisager, des questions tout simplement assez brutales. Et quand il s'agit de lutte contre les stéréotypes, on peut imaginer la mise en place de certains quotas qui pourraient être négociés ensuite d'une certaine manière par rapport aux activités. Donc voilà, il y a vraiment la lutte contre le stéréotype qui est une branche de ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite, il y a des questions beaucoup plus complexes et qui se construiront beaucoup plus au fil de l'eau de ce qu'est la compétence qui est réellement valorisée quand on est cadre, et comment est-ce qu'on construit cette compétence-là. Donc le retour sur, en effet, ce qui peut... sur le travail, comme tu disais Pascal, le retour sur le travail, construire l'expérience tout simplement, et en quoi est-ce qu'elle peut être utile, y compris après de nombreuses années de carrière dans l'entreprise. Donc c'est un point essentiel. Il y a des outils déjà existants qui permettraient justement d'intervenir sur le travail. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des outils. En fait, on a tout à disposition. Par une certaine ironie de l'histoire, je pense que ce sont des outils dont on dit qu'ils sont justement, ce sont ceux qui sont inutiles, toujours un peu en trop. Par exemple, je pense à l'entretien professionnel, qui est un entretien pour l'instant qui est bien trop peu investi, et qui pourrait être justement une manière de relire ce qu'est son métier au fil de l'eau, d'être dans un dialogue avec l'entreprise sur la stratégie qu'ils ont, les compétences qu'ils ont envie de voir valoriser, la manière dont on peut justement former la compétence, et les aspirations
les aspirations et, du salarié, qu'il soit senior ou pas senior. Cet outil-là, par exemple, est très peu utilisé. Il a pour plus-value le fait que ça permettrait, on pourrait le renommer, au lieu d'être entretien professionnel, on pourrait le renommer entretien métier, d'être beaucoup plus sur de la transformation au fil du temps du métier, ce qui permet de ne pas remettre en cause sans cesse les compétences supposées du salarié. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sur les questions de formation, alors on parle d'abondement du CPF à partir de 45 ans. Alors là, il y a des effets pervers à faire ça, parce que si c'est un abondement sec, on peut aussi se dire que l'employeur va envoyer son salarié de 45 ans, désormais senior, en formation, loin de l'entreprise. Il en revient à 45 ans et demi, et il a juste gagné 1 an et demi de plus de seniorité. Et voilà, donc ça peut être extrêmement pervers. Après, les seniors peuvent et le formulent d'ailleurs. Moi, je le sais quand je rencontre les salariés, formulent un appétit sur la question de la formation, mais pas toutes les formations. Ils disent on a envie de revaloriser, d'être reconsidéré sur nos compétences. Et c'est vrai qu'il y a des formules, alors pour l'instant on n'en est pas à la grande phase d'industrialisation, type AFEST, Action de formation en situation de travail, qui permettent collectivement justement de comprendre que d'une part la compétence est collective, et là on s'appuie vraiment sur l'expérience. La VAE en est un autre élément. Après, je retiens particulièrement ce que tu évoquais, Olivier, qui pourrait être un élément fort de dynamisation du dialogue social. Alors c'est assez innovant, c'est le right to request. En effet, permettre, alors certes, il faut des accords collectifs sur les départs. Après, toutes les situations ne peuvent pas être prises en compte par les accords collectifs. Permettre à des salariés de requérir justement à titre individuel, et que ces questions soient enfin mises dans le pot collectif au final, ça peut être vraiment intéressant, parce que pour les organisations syndicales y compris, elles peuvent en faire le bilan, et tout ça peut rentrer dans une sorte de jurisprudence qui peut être profitable à tous. En ce sens, il y a certainement beaucoup de leviers à actionner. Ok, sur les formations en situation de travail, on peut utilement regarder l'enregistrement qui a été fait d'un précédent séminaire de l'Observatoire des cadres sur les AFEST. On va arrêter maintenant, mais pour donner rendez-vous pour le séminaire qui donc aura lieu à une date qui vous sera communiquée, c'est dans la formule consacrée, de façon à pouvoir approfondir tous ces points. Voilà, merci beaucoup.